Merci de m'accueillir aujourd'hui pour une petite présentation que je vais vous faire sur la formation des administrateurs et plus spécifiquement sur le besoin de formation des administrateurs. J'avais un peu peur de ne plus avoir grand chose à dire, mais finalement je trouve que les orateurs précédents ont vraiment fait le lien dans leur exposé avec le besoin de formation et de compétences des administrateurs. Monsieur Elling, ça terminait son exposé en parlant de compétences spécifiques. Eh bien, la formation, c'est une manière d'acquérir certaines compétences spécifiques quand on est administrateur d'une organisation et d'un hôpital en particulier ici. Une des phrases d'introduction de ce colloque, c'était comment recruter pour l'hôpital des administrateurs qui puissent associer représentativité, légitimité, compétence et commitment. Je me suis permise de transformer un peu la phrase parce qu'effectivement l'aspect du recrutement est très important, mais un autre aspect, il n'y a pas d'ordre chronologique entre les deux, mais former des administrateurs, c'est également quelque chose de très important pour qu'ils puissent justement avoir une certaine légitimité dans l'exercice de leur mandat et certaines compétences aussi dans l'exercice de leur mandat. Pour ceux qui ne connaissent pas Guberna, je suis aujourd'hui présente au nom de Guberna, donc je vais vous présenter un peu notre organisation. Nous sommes l'Institut des administrateurs, Institut voor bestuurders, et donc nous sommes une SBL qui a presque 20 ans d'existence maintenant. Nous avons été créés en 1996, et alors le nom actuel de Guberna vient de la fusion en 2007 avec l'Association belge des administrateurs, et donc nous sommes une organisation au niveau national. Vraiment, notre objectif et notre mission, c'est de sensibiliser tous les types d'entreprises, que ce soit le privé, le non-marchand, le secteur public, les PME, à une gouvernance de qualité. Et donc ça implique qu'on mène des recherches qui sont plutôt des recherches appliquées sur la gouvernance et sur les bonnes pratiques de gouvernance. On organise des formations, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Également des services comme des évaluations de conseils d'administration. Une chose importante quand on parle de gouvernance, c'est qu'il n'y a pas un modèle de gouvernance qui va être réplicable pour toutes les organisations. En fait, quelque part, chaque organisation a un modèle de gouvernance qui peut être spécifique et lié à son secteur. Et donc, on a organisé notre activité en différents centres de recherche et d'action pour sociétés cotées, sociétés en croissance, le secteur public et la gouvernance de l'actionnariat. Aujourd'hui, on n'a pas de centre qui s'occupe spécifiquement de la gouvernance dans le secteur non marchand, mais on intervient quand même de manière régulière à ce niveau-là également. Alors, est-ce que être un bon administrateur, c'est une question de bon sens? Oui, évidemment, il faut beaucoup de bon sens pour être administrateur, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi poser des questions et donc ne pas souffrir d'arthrose comme l'avait indiqué Daniel Désir tout à l'heure. Il y a d'autres choses évidemment dans le mandat d'administrateur. Alors quand on prend le rôle qui est vraiment dévolu par la loi au conseil d'administration, c'est de gérer et de piloter l'organisation. Et donc ce rôle est très important et implique évidemment des responsabilités, que ce soit au niveau collectif, mais également des responsabilités au niveau individuel de la part des administrateurs qui composent le conseil d'administration. Aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent évoluer, il y a une certaine tendance en Europe, mais en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme requis pour être administrateur, donc quelque part n'importe qui peut être administrateur, mais étant donné les responsabilités dont je vous ai parlé juste avant, évidemment il y a une obligation de compétences pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions, et donc ça passe entre autres par une formation des administrateurs, et c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Il faut continuellement vraiment faire des efforts de se former et de s'informer. Et s'informer, c'est aussi s'informer sur l'entreprise ou l'hôpital qu'on est en train d'administrer. Donc, quelle est la vie de cet hôpital, que s'y passe-t-il? Je vous montrerai aussi dans le slide suivant qu'il y a une évolution des attentes. On en a déjà parlé de la société qui demande plus de transparence globalement. Et il y a également des exigences du législateur qui imposent quelque part une certaine tendance, ou qui la suivent, mais en tout cas, on en est là aujourd'hui. Je ne vais pas reparler des codes parce qu'ils ont déjà été abordés, mais il y a deux choses importantes à noter. C'est qu'on voit une évolution depuis 2004.
où on avait un code qui concernait les sociétés cotées, donc le secteur commercial, y compris avec le code BEUS en 2009. Et maintenant, on a vraiment une évolution vers d'autres niveaux de la société. J'ai repris ici, pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, plutôt les recommandations de la Fondation Jean-Baudouin et les recommandations d'Ikuro également. Donc on voit qu'il y a une tendance un peu inéluctable pour une gouvernance de meilleure qualité dans tous les secteurs. Et alors, l'autre chose importante aussi, c'est que chacun de ces codes insiste vraiment sur le besoin de compétences des administrateurs, donc c'est quelque chose d'assez, de très généralisé en fait. Alors maintenant, concrètement, en tant qu'administrateur, comment peut-on se former? Il y a une bonne pratique qui est fortement recommandée et donc qui va être interne à chaque organisation, à chaque hôpital, c'est d'organiser un welcome pack pour les administrateurs, parce que vraiment le moment où un administrateur rentre dans un conseil, c'est un moment clé, parce que c'est à ce moment-là qu'il va devoir rentrer en contact avec l'organisation, et donc c'est le moment de le former, de le mettre en contact avec des personnes clés de l'entreprise, de lui faire visiter éventuellement l'hôpital si c'est quelqu'un qui n'y est pas régulièrement, pourquoi pas donner accès au PV des réunions précédentes également, donc pour donner un maximum d'informations à l'administrateur pour qu'il puisse être efficace au plus vite, vu que c'est bien le but ici. Alors il y a un autre outil que nous on a développé avec nos membres et qui est un outil assez pratique et concret et qui parle des différentes étapes du mandat de l'administrateur. Donc avant d'accepter un mandat, qu'est-ce que je dois faire? Pendant mon mandat, à quoi dois-je faire attention? Et également à la fin du mandat et au moment d'un renouvellement éventuel, que peut-il se passer à ce moment-là? Des formations spécifiques pour administrateurs, je vais vous en parler juste après, vu que c'est vraiment le sujet ici dont je vais vous parler. Et alors, quelque chose qui peut surprendre à première vue, c'est l'idée d'évaluation du conseil d'administration. Donc, ce n'est pas de la formation en tant que telle, mais quand le conseil est dans une phase et dans un processus d'évaluation continue, il peut apprendre de la manière dont il fonctionne en menant une évaluation, soit en interne, soit avec un partenaire extérieur, pour améliorer continuellement son fonctionnement. Et donc, c'est quand même lié à une certaine formation également des administrateurs. Je vais vous parler ici de Gubernet et de ce qu'on propose, voilà, simplement parce qu'on a quand même pas mal d'expérience finalement dans la formation, et les aspects dont je vais vous parler, c'est ceux que nous on a retenus comme étant vraiment les plus importants pour les administrateurs. Ça ne veut pas dire du tout que la liste est exhaustive, et c'est quelque chose aussi qui évolue au fil des années en fonction des demandes qu'on a, voilà, des demandes et des attentes des administrateurs. Alors, on distingue les choses de deux manières différentes. Il y a tout d'abord la formation vraiment axée sur les compétences individuelles de l'administrateur. Quand moi je suis administrateur, quel réflexe je dois avoir dans le conseil d'administration? Et puis, une fois qu'on a des administrateurs qui sont compétents, c'est pas tout, parce qu'il faut faire fonctionner après une équipe et c'est pas forcément évident. Et donc on a une autre formation qui se concentre vraiment sur le fonctionnement du conseil d'administration en tant qu'organe décisionnel. On a d'ailleurs quasi 1000 alumni, il y en a quelques-uns dans la salle aujourd'hui, et on a mis en place une procédure de certification également qui est de nouveau liée aux enjeux dont je vous ai parlé, où il y a quand même un besoin qui arrive petit à petit de reconnaissance de titres pour les administrateurs, mais bon, aujourd'hui il n'y a rien je dirais de légal et d'obligatoire à ce niveau-là. Et on organise également des formations sur mesure qui sont vraiment spécifiquement organisées en fonction des besoins spécifiques des entreprises. Alors, le premier aspect dont je vous ai parlé, donc le nom de cette formation, c'est Director Effectiveness. Mais selon nous, les aspects vraiment très importants, c'est tout d'abord l'administrateur, comment se positionne-t-il par rapport aux droits des sociétés, par rapport au code de gouvernance. Quand on parle d'hôpitaux, est-ce qu'il connaît les lois qui régissent le fonctionnement des hôpitaux? Donc c'est vraiment quelque chose de très important, parce qu'il y a des responsabilités quand on est administrateur. La stratégie, ça a déjà été abordé par les orateurs précédents, et c'est vrai que si le sujet n'est pas suffisamment, et s'il n'a pas la place qu'il mérite au sein d'un conseil d'administration, c'est peut-être, entre autres, parce que les administrateurs n'ont pas toujours les outils nécessaires et ne savent pas forcément quelles questions poser à la direction pour challenger et valider la stratégie. Donc il est important que les administrateurs ne soient pas forcément des spécialistes, mais aient des notions de base quand on parle de stratégie.
La performance financière de l'entreprise, donc c'est un enjeu colossal dans beaucoup d'organisations et les hôpitaux gèrent des budgets énormes. Donc évidemment, l'administrateur doit savoir lire un bilan, un compte de résultats, pouvoir poser les bonnes questions, de nouveau sans être forcément spécialiste, mais il doit quand même pouvoir regarder ça de manière attentive et stimuler également la direction. Il doit assurer sa fonction de contrôle à ce niveau-là également. Les ressources humaines, on l'a dit précédemment, représentent, je crois, 60 à 70% du budget de fonctionnement d'un hôpital. Et donc, on ne va pas demander aux administrateurs de devoir gérer au quotidien les ressources humaines, mais il faut savoir quelle va être la politique de recrutement au cadre de l'hôpital, la politique d'évaluation éventuellement, une politique de succession de ces personnes aussi, la politique de rémunération, pourquoi pas. Donc il y a vraiment des enjeux stratégiques quand on parle de ressources humaines qui doivent remonter au conseil d'administration. Et ça veut dire que l'administrateur doit pouvoir poser les bonnes questions à ce propos. Alors le marketing, c'est parfois un gros mot quand on est dans le non-marchand, mais finalement c'est juste le lien entre l'utilisateur et l'organisation. Donc comment l'hôpital va faire le lien, quel est le produit qu'il propose. On a parlé de la qualité des soins tout à l'heure, mais forcément c'est en lien avec l'utilisateur final qui est le patient de l'hôpital. Donc oui, au niveau stratégique, le marketing est important et appelons-le autrement si on veut, mais voilà, c'est ce lien qui est très important. Dans la prise de décision, également, on organise une formation parce que c'est aussi quelque chose d'extrêmement important et on ne se rend pas toujours compte en tant qu'administrateur, mais par exemple ici dans les hôpitaux, un administrateur légalement doit défendre les intérêts de l'hôpital dans lequel il siège et pas les intérêts de l'actionnaire qu'il a nommé. Et je ne dis pas que c'est qu'en Belgique qu'il y a ça, mais par exemple au Luxembourg c'est différent. Mais donc la loi c'est celle-là. Et forcément, parfois c'est pas évident parce qu'un administrateur il a une double casquette quelque part. Mais il faut pouvoir jongler avec ça et être conscient de ces différents enjeux. Donc voilà ici, nous ce qu'on propose dans cette formation-là, il y a évidemment d'autres aspects qui sont très importants, je pense à l'IT, à la protection de données confidentielles, donc ça c'est des enjeux très importants pour les hôpitaux, et donc la liste n'est pas du tout exhaustive, mais voilà les éléments clés à retenir individuellement en tant qu'administrateur. Bon, une fois qu'on est formé, donc il faut faire fonctionner le conseil d'administration. Alors ce que je vais vous présenter maintenant, c'est vraiment en lien, à chaque fois, il faut se demander quels sont les enjeux de l'organisation, de l'hôpital dans lequel nous, au conseil d'administration, on a des responsabilités, parce que la gouvernance, c'est pas un but en soi, c'est vraiment pour atteindre des résultats de pérennité, de qualité de soins, etc. Le lien a déjà été fait tout à l'heure, et donc il faut toujours avoir cette question-là en tête et pas appliquer la gouvernance juste pour faire bien, quoi. Vous voyez ici au milieu le tripode, qui est le tripode classique, il ne s'applique pas forcément à toutes les organisations, mais de la gouvernance. Donc on a l'actionnariat, le conseil d'administration et le management, la direction. Bon, première question, comment on fait fonctionner ces structures ensemble? Vous voyez qu'il y a des liens entre elles, mais quelle va être la délégation de pouvoir? Quels vont être les contre-pouvoirs? Il faut que ces choses soient énoncées assez clairement pour que chacun puisse prendre, jouer son rôle quelque part. Quelles vont être les personnes qui composent le conseil d'administration? Même si on en a parlé, il y a la clé d'œil qui, dans les hôpitaux qui influence souvent les personnes qui sont autour de la table. Mais est-ce que la taille du conseil est optimale? Est-ce qu'on a une diversité de compétences, une diversité de profils, etc. Donc c'est des questions qu'il faut se poser de nouveau par rapport aux enjeux de l'hôpital aujourd'hui. Quand on parle de procédure, maintenant, on parle plutôt de la manière dont le conseil va envisager sa tâche, comment est-ce qu'il veut être préparé, quelle est la fréquence des réunions, comment est-ce qu'on va rédiger le procès-verbal. Donc ce genre de choses, c'est vraiment des aspects concrets du travail du conseil d'administration qui, de nouveau, doivent être réfléchis en conseil. L'aspect de l'information, c'est crucial parce que les administrateurs en conseil doivent prendre des décisions. On entendait parler tout à l'heure de conseils qui durent 45 secondes. À mon avis, il y a eu beaucoup d'informations dans ces cas-là qui sont extrêmes, je pense, enfin je l'espère. Mais voilà, oui, l'information, il faut qu'elle soit envoyée à temps, il faut qu'elle soit suffisante, mais pas non plus trop importante, parce que sinon, il n'y a pas moyen de se préparer.
Et ce qui est très important, c'est que là, il y a vraiment une responsabilité partagée quand on parle d'information, parce que c'est pas juste la direction qui doit informer le conseil. L'administrateur, il dit, tiens, on va parler de tel point, est-ce que moi j'ai l'information qu'il me faut pour pouvoir statuer et prendre une décision sur ce point qui est à l'ordre du jour. Donc il y a vraiment une responsabilité partagée, et l'administrateur ne peut pas dire, ah mais j'avais pas l'info, je ne pouvais pas savoir. C'est un peu plus compliqué que ça. La culture du conseil, on parle vraiment de la dynamique de groupe qu'il y a au conseil d'administration, donc quelle va être la qualité des débats, est-ce qu'il y a vraiment des débats qui sont menés, comment sont gérées les différentes personnalités, quel est le rôle du président dans toute cette dynamique de groupe. Les responsabilités, en tant qu'administrateur, j'ai des droits, des devoirs et des responsabilités, donc il faut être au courant de ces responsabilités au niveau individuel et collectif. Les rôles. Alors, quand on parle du rôle du conseil d'administration, donc on a parlé de son rôle stratégique, c'est pas le seul, donc c'est vraiment un rôle de pilotage global, et en fonction de la situation dans laquelle se trouve l'hôpital, parfois le CA va avoir un rôle plus stratégique, parfois plus un rôle de contrôle, de monitoring. Il y a le rôle de leadership également qui est très important, et donc il faut que ces rôles soient clairement définis également. La rémunération, je ne vais pas en parler parce que ce sera abordé dans l'exposé suivant, et l'évaluation, j'en parlerai un peu plus tard. Donc, vous voyez ici tous les points qui concernent vraiment le fonctionnement du conseil d'administration, et ce sont des choses très importantes parce que c'est pas parce que individuellement les gens sont très compétents que ensemble ils peuvent travailler pour arriver à prendre des bonnes décisions et apporter vraiment une valeur ajoutée à l'organisation qu'ils sont en train de piloter. De nouveau un lien ici avec un outil qu'on a développé qui est la charte de l'administrateur, où on voit dans les différents principes qu'il y a, et je vois que ça a été repris par les orateurs précédents aussi avec plusieurs codes, etc. qui ont été donnés, mais il y a toujours un lien effectivement vers la formation des administrateurs. Je prends par exemple le point 6, prendre une position en toute indépendance. Forcément, si on n'a pas un niveau minimum de connaissance du sujet qui va être abordé, si on ne s'est pas informé suffisamment, on ne peut pas être indépendant parce qu'on va suivre la majorité sans vraiment se poser les bonnes questions. Voilà, donc j'avais dit un pas plus loin, c'est pas directement lié à la formation, mais je crois que c'est quand même important. Le conseil doit vraiment s'interroger sur la valeur ajoutée qu'il peut apporter à l'hôpital. Et donc, il y a un besoin constant d'amélioration, et il y a une nécessité, enfin en tout cas c'est une bonne pratique d'évaluer le fonctionnement du conseil d'administration. Donc on parle ici d'une évaluation collective du conseil. En pratique, ça va être de voir quels sont les sujets abordés, quelque part un peu ce dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure, comment on fonctionne, quelle est la culture des débats, est-ce qu'on pourrait être mieux préparé, etc. Donc c'est des choses importantes qu'il faut se poser comme question de manière collective au conseil. Il y a souvent un administrateur, c'est généralement le président, mais pas toujours, qui mène ce processus d'évaluation. Évaluation individuelle des mandats, ça peut être une bonne pratique, mais c'est vrai qu'en Belgique, et même dans le secteur privé, de toute façon, c'est pas une pratique qui est très répandue, parce que c'est vrai que se soumettre individuellement voilà, une évaluation, c'est quelque chose qui reste délicat. Ça ne veut pas dire que ça ne devrait pas être le cas, mais en tout cas, c'est pas encore très répandu, mais pourquoi pas y réfléchir. Et dans tous les cas, même s'il n'y a pas d'évaluation individuelle, il faut se dire en tant qu'administrateur que le renouvellement, il n'est pas automatique. Il peut dépendre, il devrait dépendre vraiment du besoin de l'organisation. Est-ce qu'on a vraiment de nouveau ce dont je parlais, la diversité dans le conseil, les compétences, etc. Et donc on ne va pas considérer obligatoirement que le renouvellement du mandat est automatique. Voilà, en conclusion, ce que je voulais vous dire, bon, sur lequel je n'ai pas encore insisté pour l'instant, mais c'est vrai que déjà, être administrateur dans le secteur hospitalier, c'est un bel engagement. C'est un secteur qui a des enjeux majeurs aujourd'hui dans notre société, donc c'est quelque chose de très important qu'il y ait des gens qui puissent être impliqués dans ce domaine. Mais il ne faut pas s'arrêter là, peu importe même le montant de la rémunération, il y a des responsabilités qui sont liées à un mandat d'administrateur, et quand on parle de responsabilité, il y a une obligation de formation et d'information de la part des gens qui exercent ces mandats, toujours avec le lien, avec la valeur ajoutée vraiment que le conseil peut apporter à un hôpital, et donc de nouveau un lien qui a été fait précédemment quand on parlait de la qualité des soins qui est directement liée à la gouvernance, à une bonne gouvernance
le secteur hospitalier. Voilà, c'est un des aspects concrets, la formation, pour parvenir à cet objectif. Voilà, je vous remercie.